Fait que commençons le webinaire sur le lancement en affaires avec les drones. C'est un sujet qui semble intéresser beaucoup de monde, en fait. J'aimerais déjà commencer par prendre un moment pour remercier tous les participants. On n'a jamais eu autant d'inscriptions à un webinaire. C'est fantastique. Merci beaucoup. Je dois également aviser tout le monde qui est dans le Teams que je rediffuse également en live sur mon compte TikTok et inversement à mes abonnés sur TikTok que je suis sur Teams en même temps. Je vais me concentrer sur le Teams. Je ne prendrai pas les questions sur TikTok. Les questions TikTok doivent venir en message privé. Je vais répondre plus tard. Les questions sur Teams, je vais y répondre à la fin du webinaire. Donc, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Commençons. Une brève présentation de ce dont je vais parler aujourd'hui, le lancement d'affaires. Vous avez ici le sommaire. On ne s'attendra pas trop là-dessus. Je préfère aller vers le contenu directement et commencer par me présenter. Je m'appelle Maxime. Je suis le responsable du point de service chez Drone Expert. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. J'ai été propriétaire de 2 entreprises et je suis en train d'en lancer une troisième actuellement. Pourquoi? Parce que j'aime ça, parce que c'est le fun, parce que j'aime m'auto-exploiter. Et l'une des choses que je pense que je préfère dans le concept de l'incubateur d'entreprise Drone Expert, c'est de pouvoir accompagner des entrepreneurs sans prendre le risque, sans faire des horaires de fou, mais pouvoir vivre ça à travers leurs yeux sur une base quotidienne. D'un point de vue plus personnel, je suis un passionné de drone depuis que je travaille chez Drone Expert, mais je suis un genre de gros nerd, donc mon cerveau il est bourré d'informations sur le sujet et ça m'arrive parfois de faire de belles diarrhées verbales quand je me fais stimuler sur le sujet. Drone Expert, c'est quoi? C'est mon employeur, c'est un centre d'expertise. Ça fait 13 ans qu'on existe. On est probablement l'entreprise de drones la plus reconnue au Canada. On fait du service, location, formation, réparation, maintenance. C'est un peu moins vrai, mais c'est encore vrai. Recherche, développement, programme d'accompagnement. C'est vraiment un centre d'expertise. Donc, il y a des gens qui connaissent le Drone Expert, la boutique. Il y a des gens de Drone Expert qui connaissent le service. Il y a des gens qui connaissent le Drone Expert, la réparation. Dans le temps, on en faisait beaucoup. Enlevez-vous ça de la tête. Drone Expert, c'est un centre d'expertise et on fait de tout dans tout ce qui touche les drones et l'imagerie aérienne. Les drones, solutions innovantes. J'aime tellement ça travailler avec un PowerPoint. Je me sens comme un prof d'université. Je n'ai pas besoin de vous apprendre, parce que vous êtes là aujourd'hui, que les drones, c'est définitivement un des moteurs de l'avenir dans l'innovation, dans beaucoup de domaines industriels, commerciaux, gouvernementaux, pas juste au Québec, mais aussi au Canada, en Amérique du Nord, partout dans le monde. Fun fact, en Afrique, ils sont extrêmement intéressés par les drones, beaucoup plus rapidement que nous ici. Donc, ça ne touche pas juste le Québec. Mais en ce qui concerne le Canada, on parle d'une croissance annuelle d'environ 10 à 11 pour l'industrie des drones. Le nouveau cadre réglementaire a été fait par Transport Canada en 2019. Ça signifie que depuis 2019, la fameuse loi qui disait que ça prend un permis pour gagner des sous avec le drone, comme c'était aux États-Unis, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça prend un permis selon le type d'opération. On va en parler plus tard. Photo, vidéo, c'est la première chose auquel les gens pensent quand on parle de drone. C'est justement pour ça que c'est un marché qui est ultra saturé. À moins que vous soyez déjà un photographe avec des clients, ça va être un domaine très difficile à percer. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire avec les drones. Je vais vous en parler aujourd'hui, ça va être le fun. Pourquoi le Québec, c'est un bon endroit pour se lancer une entreprise dans le monde des drones? On a évidemment un territoire immense, puis les drones, ce sont des outils incroyables pour la gestion du territoire et des ressources. Donc, on a des grandes zones industrielles, rurales, souvent c'est peu accessible ou c'est juste des très grandes superficies qu'on doit couvrir. À partir du ciel, c'est plus facile. On a une grande industrie forestière, évidemment, beaucoup de miniers aussi, de l'agriculture quand même, et le secteur énergétique, notamment Hydro-Québec, mais pas seulement. Par exemple, les développements d'éoliennes sont des marchés extrêmement propices pour les entreprises de services par drone. Les municipalités également commencent de plus en plus à se doter d'équipements, de pilotes et ou de sous-traitants pour faire certains mandats, notamment des inspections de bandes riveraines, pour se conformer à la loi sur l'environnement de 1978. Et il faut quand même le dire, au Québec, on est un petit peu en retard sur le sujet, donc il y a encore assez peu de compétition dans les marchés nichés. À part la photo vidéo, c'est encore assez facile de se lancer une entreprise dans le domaine. Est-ce que c'est une garantie de succès? C'est jamais une garantie de succès, mais toute chose étant égale d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de percer au Québec actuellement que ça le serait par exemple en Floride ou en Californie. Un opérateur de drone, c'est pas juste un pilote. Donc, on a souvent tendance à imaginer que notre drone, c'est ce qui fait notre travail, puis qu'on est avec les mains sur les joysticks pendant 6 heures par jour à piloter. C'est super le fun comme concept, mais c'est pas vraiment la réalité. Un opérateur de drone, ça a besoin de 4 piliers. Le matériel, les compétences, l'environnement réglementaire, puis le positionnement.
Donc, vous ne pourrez jamais faire un livrable industriel avec un drone à 400$. Enlevez-vous ça de la tête. C'est certain, certain, certain que si c'était beau, bon, pas cher, tout le monde l'achèterait puis tout le monde le ferait. Une des raisons pour lesquelles c'est facile de se lancer en affaires là-dedans, c'est qu'il y a des barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée sont notamment l'achat du matériel. Ça prend aussi des compétences qui sont des barrières à l'entrée. La certification de pilote avancé pour pouvoir opérer à peu près partout au Québec, c'est tout un challenge. C'est pas c'est à la portée de tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui la trouve facile. Je vous dirais qu'en fait, en général, la plupart des gens vont échouer l'examen en ligne de Transport Canada environ 3 fois avant de le réussir. Mais ça ne prend pas juste le certificat de pilote, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait avec les données, il faut savoir utiliser les logiciels pour l'analyse de données. Bref, d'autres barrières à l'entrée qui font qu'une personne qui a le temps, la volonté, la curiosité d'apprendre se positionne très favorablement par rapport à, par exemple, un cégepien de 18 ans qui fait de la photo immobilière. L'environnement réglementaire, parce qu'une entreprise doit détenir des assurances viables et un pilote doit être certifié en mesure d'obtenir un COS, un certificat d'opération aérienne spécialisé, parce qu'il y a certains mandats qui vont devoir être faits en dehors des balises réglementaires standards. Il faut être en mesure de demander les permissions nécessaires pour faire des vols. Le positionnement est également extrêmement important parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un drone, il ne suffit pas simplement de savoir s'en servir, mais il faut aussi savoir quel type de client on va cibler, quel type de livrable on va offrir, puis combien on va charger pour le faire. Donc, je vais vous présenter ici 3 cas d'entreprises que j'ai accompagnés dans les 2 dernières années qui ont réussi à lancer un modèle d'affaires quand même assez intéressant. Les 3 ont un modèle très différent, puis j'aimerais ça prendre le temps de bien vous les raconter. La première entreprise, je vais l'appeler Côte-Nord. Je préfère ne pas identifier mes clients pour la simple et bonne raison que ils me donnent des informations sur eux que je pourrais ne pas avoir le droit de partager. C'est plus simple de juste ne pas les identifier. Côte-Nord, c'est un client qui nous approchait, mais tout début chez Drone Expert, qui avait une grande vision et peu de moyens. Mais beaucoup de temps, beaucoup de curiosité, puis la capacité d'apprendre. C'est quelqu'un que je dirais même qui est très coachable. Donc, il nous a approchés. La première chose qu'il a fait, c'est finir sa formation avancée qu'il avait entamée. Puis, il a fait l'acquisition de son premier drone d'entreprise, un drone qui a pris dans la gamme des moins chers. Pourquoi? Parce que valait mieux pour lui fonctionner par phase. Une fois équipé de son drone, avec sa formation, il a commencé à faire quelques clients, puis il est allé chercher, tirer parti en fait des subventions qu'on trouve beaucoup en dehors des régions urbanisées, notamment dans sa communauté, pour pouvoir développer son offre de service en acquérant d'autres équipements. Aujourd'hui, notre client vient d'acheter en fait un Matrice 400 avec une caméra LiDAR L3 de DJI qui sont un peu les meilleurs sur le marché. On me dit que quelque chose aurait planté. Je vais simplement attendre 20 secondes. Parfait. Donc, il semblerait que oui, c'est juste pour M. Plouf que ça a planté. J'espère que ça va revenir. Ce client-là, donc, vient d'acheter l'équipement le plus performant sur le marché, commence à faire ses livrables avec. C'est un projet qui s'est fait en étapes au fur et à mesure qu'il recevait ses subventions. Ce n'est pas tout le monde qui est accessible aux mêmes subventions, mais le concept de fonctionner par étapes, c'est généralement la meilleure chose à faire quand on se lance dans une entreprise. Mon deuxième client, c'en est un autre dont je suis relativement fier. Je fais tous mes clients, en fait. Mais celui-là aussi, c'est un monsieur qui faisait déjà un travail que personne ne connaît, qui est simplement de l'inventaire phonique. Donc, on a tendance à penser que, oui, ça va de soi, on prend les drones, on va dans le ciel, on fait des photos, puis on compte le nombre de chevreuils qu'on voit. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Le monsieur avait une certaine certification là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font de manière professionnelle au Canada. Il avait déjà accès à un marché de niche. Donc, pour lui, l'acquisition d'un drone thermal pour pouvoir reconnaître les animaux au travers du feuillage, les animaux sont quand même assez camouflés, ça faisait tout à fait du sens. Donc, à partir d'une entreprise déjà existante, il est allé développer son offre de service pour pouvoir inclure les drones, servir plus de clients plus rapidement, plus efficacement, avec un investissement, somme toute, assez peu élevé. C'est sûr et certain que là, dans ce cas-là, on parle beaucoup d'un second volet à une entreprise existante, mais c'est pas là-dessus qu'il faut s'attarder. Attardez-vous sur le fait que cette personne-là avait une expertise très nichée, puis les drones lui ont permis d'aller chercher encore davantage de clients puis de contrats dans cette niche-là. Le troisième client, que je surnomme Belle Chasse, est venu nous voir il y a environ 1 an avec un projet un peu fou, mais pas irréalisable, de faire du service agricole par drone. Donc, il y a 2 grands types de services agricoles qu'on peut faire, l'imagerie, généralement multispectrale, et l'épandage ou l'arrosage par drone. Vous pouvez voir sur la photo actuellement, ici on voit un DJI Agras T100. Notre client, lui, à l'époque, il a acheté un T50, qui était la version précédente. Sa grande force,
c'est, premièrement, sa famille possédait des installations agricoles, donc il y avait déjà un potentiel de clients et beaucoup de contacts. Un autre avantage qu'il y avait, puis on a tendance à sous-estimer un peu ce petit point-là, c'est qu'il travaillait avec son fils. Donc, premièrement, les deux se sont certifiés, ils ont été en mesure de faire une équipe en tandem. Si une personne était malade, l'autre pouvait le remplacer. Si une personne faisait du service d'épandage, l'autre pouvait aller faire, par exemple, de l'imagerie. De travailler en équipe, ça permet de diviser les tâches, d'avancer plus rapidement. Ben, pas nécessairement plus rapidement, mais d'aller plus loin. Parce qu'on a tendance à. C'est une phrase que j'aime beaucoup dire, en fait, c'est tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il a misé sur ses forces, fait qu'il travaille aujourd'hui avec son fils, une entreprise père et fils, qui commence à prospérer dans le domaine du drone sur la rive sud de Québec jusqu'à Montérégie. Je vous parle du plan d'affaires. Il n'y a aucune entreprise qui peut fonctionner sans un plan d'affaires solide. Je vais m'attarder un peu plus longtemps là-dessus aussi. Le plan d'affaires, c'est pas juste un beau document qu'on présente à un banquier. Okay? Ça ne s'appelle pas un plan d'affaires pour rien. Un entrepreneur, c'est une personne qui prend des risques, qui va aller de l'avant dans un domaine qu'elle connaît, parfois peu, mais parce qu'elle détecte un marché potentiel. Votre plan d'affaires va vous permettre, premièrement, de savoir où est-ce que vous vous enlignez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi ça fonctionne, votre projet, qu'est-ce que vous livrez comme produit. Vous allez devoir aussi souligner les industries cibles, les clients potentiels, la concurrence, parce que ce sont des obstacles que vous allez devoir contourner les concurrents. L'offre de service que vous allez faire avec des livrables précis, valeur ajoutée, tarification, doit être déterminée parce que si vous essayez de vous garrocher un peu partout, si vous essayez de faire de tous les types de livrables dans toutes les industries, vous risquez de vous perdre. Donc, planifiez d'avance quel domaine vous êtes les plus capables de servir. Votre modèle de revenu est super important aussi, puis c'est généralement là que le bas blesse. C'est extrêmement difficile de bien établir une grille de tarification dans le domaine du drone. C'est un domaine qui est peu connu. Il y en a qui vont suggérer énormément d'y aller au forfaitaire, il y en a qui vont dire d'y aller à l'heure, il y en a qui vont dire d'y aller au volume du livrable. C'est plate à dire, mais il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend du livrable que vous faites. Si vous êtes un photographe professionnel, puis vous faites l'acquisition d'un drone pour doter votre entreprise d'un volet d'imagerie aérienne, vous allez continuer à fonctionner par forfait. C'est normal. C'est comme ça que ça se fait dans l'industrie de la photo professionnelle. Mais si vous commencez à faire des mandats à l'extérieur des grandes villes avec des grands transports, vous devez vous faire payer à l'heure. Vous devez penser au nombre d'heures que vous allez faire. Vous devez planifier vos missions d'avance. Vous devez être capable de dire, parfait, moi, quand je suis en transport, je vaux 40$ de l'heure. Quand je suis sur le terrain, je vaux 125$ de l'heure. Quand je suis en analyse de traitement d'image, je suis à 55$ de l'heure. OK, on va faire une tarification. On n'a pas besoin de le détailler à l'heure quand on fait la facture, mais il faut être capable de retrouver cette valeur-là dans la facture qu'on envoie au client. Fait que c'est là que c'est important de bien réfléchir. Vos revenus, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va déterminer vos liquidités pour continuer à opérer puis vous prendre un salaire. Vous ne faites pas ça comme bénévole. Donc, vous allez avoir besoin de bien planifier ça, de vous coller à d'autres compétiteurs dans l'industrie, de ne pas avoir peur non plus de monter un peu vos prix pour travailler moins, mais travailler mieux. Je vais revenir là-dessus tantôt. Mais le plus important, ce n'est pas de faire 200 clients à 80$, c'est de bien cibler les clients qui sont payants pour ne pas vous épuiser. Le plan opérationnel, qui inclut l'équipement, la certification, puis le personnel, dans ce cas-là, le personnel va généralement être un petit peu moins déterminant. Souvent, les gens qui vont lancer une entreprise dans le monde du drone vont le faire à titre de travailleur autonome, au moins pour commencer. Ce n'est pas la seule chose qui est possible. Effectivement, il y en a qui vont avoir une entreprise très viable qui va être en mesure d'embaucher des employés. Notamment, mon client Côte-Nord est en train de planifier l'embauche d'employés saisonniers pour travailler dans certains chemins forestiers qui ne sera pas en mesure de couvrir tout seul. Les équipements doivent être calculés, puis vous devez également calculer l'amortissement des équipements, mais aussi le réinvestissement que vous allez avoir besoin de faire durant les phases de l'entreprise. La première phase d'entreprise, c'est généralement celle où on fait le lancement, où on commence à être opérationnel, mais vous devez tout de suite commencer à envisager combien vous devez mettre de côté pour faire l'acquisition du prochain équipement ou de la prochaine certification, du prochain logiciel, qui va vous permettre de débloquer davantage de clients avec des contrats plus payants. Le plan financier, c'est là que ça devient important. Vous êtes capable de mesurer dans 3 ans où est-ce que vous allez vous situer. Je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun plan qui survit au contact de l'ennemi. Vous allez voir votre plan dans 3 ans et dire « Mon Dieu Seigneur, j'avais donc même pas prévu les bonnes choses. » C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Le plan de lancement, le plan d'affaires n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin de vous donner une direction puis des étapes. Les étapes, vous les faites toujours imparfaitement. Par exemple, si vous décidez, bon, moi, je fais ma formation avancée,
Je sais que dans 2 mois, je vais être certifié. Puis vous vous rendez compte qu'à cause de plusieurs impondérables, par exemple quelques échecs au niveau de l'examen en ligne très difficile, la prise de rendez-vous pour la révision en vol, la météo qui n'était pas collaborative, finalement, ça a pris 3 mois et demi vous faire certifier, ce qui est vraiment dans le plus long. Ben, c'est pas grave. Vous aviez prévu 2 mois, mais au moins vous avez quand même atteint le même objectif. Il faut juste être capable d'envisager que votre plan ne va pas se dérouler exactement comme vous le prévoyez. C'est plus une checklist qu'un calendrier. Après ça, il y a les obligations réglementaires. Je viens de parler de la formation. C'est extrêmement important de ne pas lésiner sur la qualité de la formation. Transport Canada exige que les opérateurs de drones soient certifiés. Il y a une raison pour ça. Chez Drone Expert, puis je vous en parler davantage, on offre une formation qui est au-delà des attentes du marché pour que nos pilotes soient les plus professionnels. Les assurances sont importantes, notamment au niveau de l'assurance responsabilité civile. Votre drone en soi, vous pouvez le faire assurer. Ça peut ou ne pas être une bonne idée selon le type de drone, selon le type de mission que vous faites, selon vos moyens aussi. Assurer un drone, ça coûte cher. Mais l'assurance responsabilité civile, par contre, c'est essentiel. Vous devez être en mesure de contracter un contrat d'assurance de 2 à 5 millions en responsabilité civile parce que si, par exemple, vous faites une inspection d'éoliennes et à cause de vos activités, l'éolienne se ramasse avec un bris majeur qui doit être réparé dans un délai relativement rapide. Ça va être extrêmement coûteux. Ça coûte très cher faire livrer des pales d'éoliennes. Le 2 millions d'assurance responsabilité civile pourrait ne pas suffire, d'où l'importance d'aller chercher 5 millions. Notamment beaucoup de contrats publics qui demandent que l'entrepreneur soit équipé d'une assurance responsabilité civile de 5 millions. Donc, envisagez d'en prendre plus que pas assez. Vous n'êtes pas des hobbyistes, vous êtes des professionnels. Finalement, le COS au besoin, je le mentionne parce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver couramment dans la carrière d'un pilote, mais il faut que vous soyez déjà capable, avant de recevoir une demande de contrat, de faire une demande de certificat d'opération aérienne spécialisée. C'est quelque chose sur lequel vous devrez vous former, que vous devrez tester. C'est quelque chose qui peut venir avec des coûts également, que vous devrez inclure dans votre plan financier. Le certificat d'opération aérienne spécialisée, c'est basically ce qui permet à un pilote de dire à Transport Canada, je vais faire une mission qui sort des barèmes de la mission standard et je vais la faire dans ces paramètres, à tel endroit, à telle date. J'ai besoin d'une permission. Ça peut être un COAS standing qu'on appelle, donc un genre de permanent. Bon, je dis parfait, moi je suis un opérateur de la région de la Beauce, je fais de la photographie événementielle, je vais voler proche ou au-dessus des personnes, je possède un drone qui est équipé d'un parachute réglementé selon la norme 922 du règlement de l'aviation canadienne. J'ai besoin d'un COAS pour toute l'année 2026 dans toute la région de la Beauce. Ça peut se faire? Ça peut se faire, mais c'est compliqué. Fait que c'est le genre de choses que vous allez devoir envisager en tant qu'entrepreneur. Vous devrez remplir des cases. Vous devrez passer par-dessus des embûches administratives. C'est vraiment dommage, mais c'est essentiel. Puis on vit beaucoup de frustration à cause de ça. Mais si vous l'avez déjà fait une fois, si vous êtes bien accompagné pour le faire la première fois, ça devient beaucoup plus facile. Le premier COAS, c'est le pire. Continuons. Je vous parlais tantôt de miser sur ses forces. Mes clients ont tous fait ça. Plusieurs d'entre vous ont déjà une profession. Pour plusieurs de ces gens-là, la profession est indirectement liée au monde des drones. Beaucoup de métiers, notamment de la construction, sont adjacents à l'univers des drones et vice-versa. Les exemples qu'on a ici sont vraiment très bons. Par exemple, un inspecteur en bâtiment, c'est tout à fait normal pour lui de se doter d'un drone d'inspection ou même d'un drone thermal. Si vous avez, par exemple, des jeunes clientèles, vous faites vos inspections avec une caméra standard puis une FLIR pour le thermal, vous êtes déjà familier avec l'équipement, vous faites juste le mettre dans les airs, mais vous avez déjà la clientèle pour rentabiliser ça très rapidement. Ça vaut la peine de penser ouvrir un nouveau volet. Si vous venez de suivre la formation d'inspecteur thermal, le drone, c'est la suite logique. Un agronome aussi va être en mesure, par exemple, de bien servir ses clients avec un drone qui fait de l'imagerie multispectrale. Ce n'est pas la seule chose qu'un agronome peut faire avec un drone, mais cette personne-là a déjà une crédibilité, une expertise, puis souvent un portefeuille de clients ou de contacts qui lui permet d'aller de l'avant. Le photographe, encore une fois, la photographie, c'est un marché saturé, mais si une personne est déjà établie, il n'y a rien qui l'empêche de développer ce volet-là dans son entreprise ou à titre de travailleur autonome. Sachez simplement que c'est particulièrement important pour un photographe d'être déjà bien formé, bien reconnu et d'avoir un bon catalogue de clients avant d'investir dans un équipement qui peut coûter plusieurs milliers de dollars. C'est pour ça que je recommande à une personne qui n'a pas déjà d'expertise dans le domaine de la photographie de ne pas se lancer en photographie aérienne
de type RGB standard là, pour l'immobilier, l'événementiel, le corporatif. L'une des forces souvent que les gens vont avoir, c'est leur réseau et leurs contacts. Des exemples ici, une famille employée par la construction, des voisins agriculteurs, un ancien employeur. C'est beaucoup plus facile d'approcher des gens qu'on connaît parce que le lien de confiance est généralement déjà là. Vos premiers contrats vont souvent venir de personnes que vous connaissez ou de personnes que les gens que vous connaissez connaissent également. Ils vont souper avec des amis. Le monsieur, il a une carrière sablière. Il apprend de son ami que le fils en question vient d'acquérir un drone, fait de l'expertise, va faire de la volumétrie 2D, 3D, pardon. Ben, la personne qui a la carrière sablière va se dire: Ah, ça fait longtemps que je voulais penser laisser par drone, mais je ne voulais pas investir. Je vais lui demander de le faire au moins une fois. Voilà, premier contrat. Vous venez de serrer une main, vous venez de faire un peu d'argent, vous venez de faire une réputation, vous venez de faire un portfolio. Ça commence souvent dans votre réseau. N'hésitez pas à activer votre réseau. C'est l'une des choses que vous avez de plus précieuses. Les gens qui vous connaissent ont déjà confiance en vous, savent ce dont vous êtes capable. Vous n'avez pas de raison de ne pas vous en servir. Ce que vous faites, c'est leur donner une information sur ce que vous êtes capable de livrer. Vous n'êtes pas en train de les gosser. Ce n'est pas comme faire du cold call. Moi, je suis le premier, je suis un vendeur, puis je déteste appeler des entreprises que je ne connais pas. C'est tout à fait normal. Dans le cas de réseau de contact, c'est complètement différent. Parlez-en, faites-vous voir, faites-le savoir. Vous êtes un expert dans votre domaine maintenant. Vous avez besoin que tout le monde le sache. Vous avez des qualités professionnelles aussi. La rigueur, l'autonomie, sens du service, curiosité technique. C'est écrit, vendez-les clairement à vos clients. Mais ce n'est pas juste une question de les vendre. Il faut que ça paraisse au travers de vous. Vous êtes quelqu'un qui est à ses affaires, qui est ponctuel, qui fait ses factures à temps, qui aime apprendre. Intéressez-vous à ce que votre client potentiel vous dit. Vous allez voir que ça va vous débarrer des portes. La personne devant vous, propriétaire d'entreprise ou gestionnaire de projet pour une grande entreprise, vous demande qu'est-ce que vous pouvez apporter là, en tant que pilote de drone, quelles sont vos qualités. C'est super facile de les nommer, mais le plus important, c'est de savoir c'est quoi leurs besoins. Posez des questions, intéressez-vous aux autres. Cette curiosité-là, c'est ce qui va vous démarquer des autres. Vous n'arrivez pas là avec le gros syndrome de Dunning-Kruger en pensant que vous savez déjà tout ce que vous avez besoin de savoir. Non, vous arrivez là avec un esprit vide, beaucoup de questions, un bloc-notes, puis la capacité d'être coachable. C'est ce qu'on s'attend d'une personne qui fait du service. Vous avez aussi des défauts sur lesquels il faut travailler. Puis ici, on a nommé les trois principaux de beaucoup d'entrepreneurs. La gestion du temps. Si vous ne voulez pas travailler 80 heures par semaine, planifiez bien vos horaires. La prospection, je viens d'en parler, je déteste faire de la prospection. Appeler des gens, se faire connaître. Il y a d'autres façons de faire. On peut serrer des mains, on peut faire des téléphones, on peut envoyer des flyers, on peut envoyer des courriels, on peut parler à des gens sur Facebook, on peut assister à des événements à la chambre de commerce. Il y a plein de façons de faire de la prospection, mais il ne faut pas lésiner là-dessus. Pensez pas nécessairement à faire du cold call si vous n'êtes pas bon là-dedans, c'est sûr, mais mettez-vous de l'avant, OK? Faites-vous connaître par des gens qui ne vous connaissent pas, qui sont en dehors de votre réseau. Parce que même si ce n'est pas la personne que vous venez de rencontrer qui vous engage, si dans 3 mois, elle a un partenaire qui dit « Hey, on aurait peut-être besoin d'un service par drone, tu connais-tu quelqu'un? » Elle va penser à vous. Faites-vous faire des cartes d'affaires. N'hésitez pas, ça ne coûte pas cher. Puis la communication. Ça, c'est... J'aimerais tellement ça que tous les pilotes de drone soient également capables de bien communiquer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là. Lorsque vous vous mettez en affaires, lorsque vous vendez, vous devez être capable de bien communiquer votre message puis de bien comprendre le message qu'on vous communique. Travaillez sur vos skills de communication. N'hésitez pas à faire passer vos courriels qui sont peut-être pleins de fautes ou qui ne veulent peut-être pas dire la bonne chose à travers ChatGPT, juste pour vous faire une relecture à travers un autre regard. Travaillez sur la communication, puis aussi sur les délais de communication. Si vous recevez un courriel, prenez l'engagement avec chacun de vos clients, vos partenaires, vos contacts, de répondre, par exemple, dans les 48 heures. Cet engagement-là, c'est ce qui va faire que les gens vont savoir que ça vaut la peine de vous écrire. Si ça prend toujours 2 semaines et demie avant que vous répondiez, bien, même si vous communiquez bien, vous avez là un échec de communication. C'est le genre de choses qu'il faut penser. Vous êtes votre propre vitrine marketing. Tout ce que vous faites, du moment où est-ce que la personne entend parler de vous jusqu'au moment où est-ce que vous livrez le produit et que vous êtes payé, c'est du marketing à 100%. Fait que la communication, ça en fait partie. Donc, voilà des exemples de forces qu'on peut retrouver qui peuvent être transposées dans le domaine des drones. Un technicien d'électricité pourrait faire de l'inspection de réseaux électriques, solaires ou éoliens notamment. L'éolien, c'est
de plus en plus attaché au monde des drones, forcément parce que c'est en hauteur, mais également parce qu'on en trouve de plus en plus au Québec. C'est la nouvelle forme d'électricité sur laquelle on mise. Les raisons sont un peu complexes. Semblerait, sur Hydro-Québec, qu'on a déjà tapé la plus grande partie des rivières qui avaient un potentiel hydroélectrique important, puis que les éoliennes reviennent moins cher que ces rivières-là. Peu importe la raison, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a de plus en plus de chantiers d'éoliennes, puis il y a des pilotes de drones dans tous ces chantiers-là. Fait que manquez pas l'occasion. Le solaire est un peu moins présent au Québec, mais les bâtiments qui se dotent de panneaux solaires, puis il va y en avoir de plus en plus, vont avoir besoin de faire des inspections thermales de leurs panneaux solaires dans une période de temps X. D'être capable de faire ça, notamment pour un technicien d'électricité, ça vient juste justifier l'utilisation d'un drone dans le cadre d'une expertise qu'il possède déjà. Un ingénieur, on dit en construction, mais un ingénieur en génie civil, un ingénieur en environnement pourrait très bien utiliser un drone aussi. On parle ici, par exemple, de modélisation de chantier, de 3D, orthophoto, mais ce n'est pas les seules choses qu'un ingénieur peut faire avec un drone. Ce n'est pas le seul domaine d'ingénierie qu'un drone peut servir. L'agronome, j'en ai déjà parlé plus tôt, je ne m'attendrai pas trop là-dessus, mais il y a toute une appellation d'agriculture de précision aujourd'hui. Certains d'entre vous le savent peut-être, par exemple, avec les tracteurs John Deere, qui ont un GPS intégré, qui sont même autopilotés, ben les drones peuvent venir renforcer ou même remplacer ce genre d'équipement-là dans certains contextes. Un photographe professionnel a déjà un réseau de contacts. Je ne m'attendrai pas davantage sur la photographie professionnelle. C'est un domaine qui est difficile à percer. On en a parlé assez. Un biologiste ou en fait n'importe quel technicien d'environnement a un grand avantage à utiliser un drone parce qu'il va couvrir des grandes superficies, il a besoin de voir beaucoup de choses et le drone va lui permettre de gérer le territoire et ce qui s'y trouve. J'ai parlé plutôt de mon client de Montréal qui fait de l'inventaire faunique de chevreuils. Il y a des milieux humides également qu'on peut couvrir qui sont fortement vulnérables. Les drones permettent de s'en approcher sans les sans les déranger, sans les contaminer. Ça peut servir aussi notamment au niveau des points d'eau qu'on cherche à analyser pour les cyanobactéries, par exemple. Vous ne voulez pas embarquer un bateau dans un lac qui est loadé de bactéries pour en contaminer un autre après. Le drone peut faire une partie du travail sans que vous ayez besoin de vous déplacer physiquement sur le lieu. Finalement, sécurité publique, c'est un domaine qui est difficile à percer aussi parce que, en général, pompiers, policiers, etc., se font confiance entre eux. Mais il y a quand même un certain marché pour le SAR, le Search and Rescue, ou la surveillance de sécurité. Par exemple, l'entreprise DJI qui vend les meilleurs drones du monde, ceux qu'on vend aussi, qui est 80% du marché mondial pour le civil, ont développé un produit qui s'appelle le Dock 3. Une entreprise qui probablement pas en première phase, se doterait de quelques docks puis vendrait leur service de surveillance aérienne à distance, pourrait générer des revenus très importants assez rapidement, mais l'investissement est élevé, donc ce n'est pas quelque chose que je recommanderais de faire pour un auto-entrepreneur dans sa première phase. Mais il y a beaucoup de potentiel là-dessus. La réglementation canadienne en matière de drones rend ça un peu compliqué. Mais la personne qui est capable de contourner cet obstacle-là avec le bon certificat d'opération aérienne spécialisé serait en mesure de prendre une grosse avance sur le marché. Je vais vous présenter les livrables, les industries. C'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est un tableau que j'ai développé moi-même il y a un certain nombre de mois pour un client qui m'avait demandé un peu de le guider dans qu'est-ce que je fais, quelles industries je vais cibler, qu'est-ce que je suis en mesure de produire. Si vous êtes capable de prendre un screenshot de ça, faites-le. Ça va vous servir beaucoup. Vous allez même pouvoir l'inclure dans votre plan d'affaires. C'est moi qui l'ai fait, ça m'appartient. N'hésitez pas à screenshot cette table-là. Il y a 6 grands types de livrables qu'on peut faire avec les drones. Je vais tous les faire, tous en parler, c'est vraiment important. Le premier, c'est la modélisation 2D en RGB. RGB, là, Red, Green and Blue, c'est de la photographie aérienne, mais ce n'est pas juste de la photo. Okay? C'est de la modélisation. On va s'en servir beaucoup en gestion du territoire et des ressources. Fait qu'environnement, minier, foresterie, les gouvernements s'en servent énormément. Construction, ingénierie aussi, arpentage, les municipalités. Vous voyez que pour ce type de livrable-là, les industries sont très nombreuses. Il y a plusieurs modèles de drones qui le font. Je vais les présenter un petit peu plus loin. À quoi ça ressemble une modélisation 2D? Il faut que j'essaie de trouver les mots pour vous le décrire si vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes tous capables de vous imaginer Google Earth. Quand vous regardez à partir de l'espace sur la Terre, vous savez qu'il y a une caméra photo très puissante qui a pointé et qui a assemblé ces photos-là dans un format sphérique pour faire une carte à partir du ciel. Pour un drone, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas sphérique, c'est plat, parce qu'on n'est pas dans l'espace. Votre drone, généralement un drone comme le Matrice 4 Enterprise, est programmé d'avance
pour être en mesure de faire une collection orthophoto. Donc, il va voler sur un territoire donné pendant une période donnée, à une vitesse donnée, pour ramasser une certaine quantité de photos qui vont servir à être assemblées après sous forme d'une carte. Cette carte-là, d'ailleurs, est très pratique si vous voulez suivre le développement d'un endroit, mais peut être également extrêmement précise. Avec la technologie RTK, par exemple, on peut avoir une précision d'1 centimètre dans l'absolu. Ça veut dire par rapport au cadastre mondial ou légal, votre carte va être à 1 centimètre de précision. Pour les arpenteurs, notamment, ou les personnes qui travaillent en géomatique, c'est quelque chose qui va être très recherché. La modélisation 2D, c'est la chose la plus utile dans le domaine des drones. C'est ce que vous allez faire le plus souvent. La modélisation 3D, encore en RGB, un peu moins de demandes, mais quand même beaucoup. Il va y avoir deux grands domaines, si on veut. Il va y avoir la volumétrie puis le bâtiment. La volumétrie, ça va servir, par exemple, à une carrière sablière qui exploite donc le sol pour en extraire de la matière, de payer ses redevances à la municipalité régionale de comté, la MRC. Donc, pour chaque camion qui sort de la carrière, l'entreprise doit payer un certain montant à la MRC. Le drone sert à mesurer avec une très bonne précision le volume des piles qui vont être extraites et sorties du terrain de manière à bien calculer les redevances. Ça va être une chose extrêmement utile. Ça va servir aussi dans le minier puis dans le forestier, soit dit en passant. La modélisation de bâtiments, ça va servir en inspection, ça va servir en marketing, ça va aussi servir pour le patrimoine. Vous allez avoir des organismes ou des entreprises qui vont chercher à modéliser un bâtiment pour le présenter et ou le préserver. Prenez l'exemple, en Europe, ça a été fait plusieurs fois, des églises patrimoniales. L'église commence à être extrêmement abîmée par le temps. C'est un bâtiment qui a plusieurs siècles. On va faire une modélisation 3D du drone autour. On va conserver ça. Après la rénovation, on va être en mesure de reconstruire l'église avec les vieilles méthodes autant que possible et de remettre exactement l'église dans l'état qu'on a trouvé avant. Cette modélisation 3D-là permet donc de conserver le patrimoine et de pouvoir le rénover sans trop l'altérer. L'imagerie thermique, c'est à la fois un de mes préférés puis un de ceux qui me purge le plus. C'est vraiment le fun, le thermal. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour faire du thermal, mais c'est difficile, percer dans le thermal. Le thermal, c'est beaucoup de la gestion des personnes et du bâtiment. Vous allez faire, alors, par exemple, de l'inspection de bâtiments pour les fuites de chaleur, vous allez faire de la sécurité ou peut-être, comme un de mes clients dont je vous ai parlé plus tôt, de la gestion de l'inventaire faunique. Mais en général, on rentre dans la personne et dans le bâtiment. Quand on connaît dans la personne, on est généralement associé aux forces de l'ordre, aux pompiers. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est difficile de percer dans ce domaine-là. Quand on fait du bâtiment, il n'y a rien qui nous empêche. J'ai fait moi-même une thermographie l'an dernier, juste pour un de mes amis qui était représentant en toiture. Je me suis dit, je vais aller l'aider, je vais aller faire une thermo du toit. Puis j'ai produit le document. Mais est-ce que mon document a une valeur légale? Absolument pas. Je ne suis pas un inspecteur en bâtiment. Je ne suis pas un inspecteur thermal certifié. Je suis Maxime, je suis un pilote de drone, je suis un représentant. Je n'ai pas plus de connaissances sur les membranes de toiture que mon voisin qui travaille dans une épicerie. C'est là que ça devient difficile. Le thermal, si vous êtes en mesure de vous former pour faire des livrables signables, recevables en cours ou dans une entente notariée, il y a un très gros marché. Mais si vous n'êtes pas en mesure, vous n'avez pas l'intention d'aller vous doter de cette petite certification supplémentaire-là, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire en phase 1. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose à faire dans les phases subséquentes. Je vais vous revenir là-dessus. L'imagerie multispectrale, c'est encore plus pointu. Il n'y a pas vraiment de façon de définir à part. Imaginez une carte vue du ciel d'un champ. Le drone est passé au-dessus de l'endroit, qui est une ferme, il a pris une photo standard, avec sa caméra standard. On voit du vert. L'œil nu ne voit que ça, du vert. Le multispectral, quant à lui, c'est une caméra qui est ciblée dans des longueurs d'onde différentes. Il va y avoir du rouge, de l'infrarouge, du proche infrarouge et du vert. Ces 4 capteurs-là, à travers le bon logiciel de traitement, vont permettre d'identifier les zones de stress végétal, mais pas la source. Donc, on va avoir une super belle carte qui va nous dire, parfait, le secteur ouest du champ, il est en bon état, mais le secteur est, il commence à être stressé, je ne sais pas ce qui se passe. L'imagerie multispectrale permet de voir un stress végétal bien avant l'œil humain, mais pas de trouver la raison. Donc,
ça doit toujours être combiné à une analyse sur le terrain. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui vont aller vers le multispectral vont se spécialiser là-dedans parce qu'il y a beaucoup de connaissances à acquérir, puis c'est un monde complètement différent, l'agriculture. Ça peut aussi servir en foresterie, mais surtout en gestion de l'inventaire forestier. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose que toutes les entreprises forestières ont l'intérêt d'utiliser, mais par exemple, pour faire le suivi des zones de reboisement, ça peut le faire. Il y a quand même pas mal de possibilités dans le multispectral, mais ce n'est pas non plus un produit que je recommande de chercher à livrer en phase 1, sauf si vous vous spécialisez dans l'agriculture de précision. Le prochain, c'est le plus impressionnant, c'est la modélisation 3D, mais par LIDAR. Donc, imaginez une caméra dotée d'un genre de fusil laser qui va envoyer 200 000 faisceaux à la seconde sur une distance de 950 mètres et qui va calculer jusqu'à 16 retours de pointe. Donc, chacun de ces 200 000 faisceaux-là peut traverser 7 obstacles, toucher le dernier obstacle ou le sol, retraverser les 7 obstacles et revenir au capteur pour mesurer une distance, ce qui va faire un nuage de points extrêmement dense. 5 minutes de vol au-dessus du secteur où est-ce que Drone Expert est installé, on est capable de modéliser le cap de la haute ville avec les petites brancheurs et les cordes à linge avec une précision d'1 centimètre. C'est incroyable. La modélisation 3D par LIDAR va pouvoir servir à peu près aux mêmes choses que la RGB, mais beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus précise. Par contre, elle est plus coûteuse comme technologie. C'est rare que les gens l'achètent en phase 1. Mon client qui a fait de l'acquisition, c'était en phase 2 de son projet de drone. Il commence sa phase 3 d'ailleurs. Donc, ce n'est pas impossible d'en faire l'acquisition, mais il faut savoir que c'est peu commun qu'un entrepreneur qui lance une nouvelle entreprise soit en mesure de mettre l'argent de côté pour ça. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que je recommanderais immédiatement. Si c'est ça votre projet, on en parle, mais souvent les gens me disent « Maxime, c'est quoi le drone que je dois acheter pour commencer? » C'est pas vers ça que je vais vous guider. Mais vous devez savoir que ça existe parce que la compétition, elle, va finir par en acheter, puis elle va faire de la modélisation 3D beaucoup plus rapidement et plus précisément que vous. Si vous ne savez pas comment ils s'y prennent, vous ne serez pas capable de vous prémunir contre la compétition. Le dernier point, c'est un peu une catégorie fourre-tout, c'est le service par drone. Tout ce qui n'est pas de l'imagerie, basically. Que ce soit la livraison, le nettoyage, de l'arrosage. Je vous ai parlé de mon client qui fait de l'arrosage agricole, par exemple avec un Agras T100, que j'ai, soit dit en passant, dans le showroom. Donc, si vous passez par Québec, venez nous voir, vous allez voir un drone qui est gros comme une petite voiture. J'en ai dans mon showroom, c'est bien important, il est sur un stage, puis c'est la star de la place. Vous avez aussi donc le nettoyage de structure. Un de mes clients qui était déjà en entreprise, donc c'était vraiment pas un lancement, fait du nettoyage, par exemple, de structures d'acier avec de la haute pression. C'est doté d'un Flycart 100 pour pouvoir installer une buse très lourde avec beaucoup de pression dans le tuyau pour pouvoir nettoyer des structures d'acier. Mais il y en a déjà beaucoup qui sont passés sur Drone Expert pour faire du nettoyage de bâtiments standards, par exemple, nettoyage de vitres. Pour eux, un matrice 400 avec un payload spécialisé, c'est la meilleure solution, puis c'est beaucoup moins coûteux que des Flycart ou des Agras. Finalement, il va y avoir la livraison qu'on peut faire avec le Flycart ou le Agras et ou d'autres types de drones de d'autres compagnies qui sont moins propices. Mais enlevez-vous un peu de la tête le concept de livraison Amazon. Amazon Walmart aux États-Unis ont effectivement eu des projets pilotes dans le domaine du drone. Ils ont effectivement commencé à faire des espèces d'aérodromes pour les drones de livraison, mais c'est encore des gros projets pilotes. Ce sont des drones custom qui peuvent ou ne pas, ça va être à vérifier, fonctionner à l'essence, alors que la plupart des drones qu'on trouve dans le civil sont à l'électricité, avec des batteries. Donc, c'est quand même assez coûteux. Ce n'est pas quelque chose que je recommande du tout en phase 1, sauf pour quelqu'un qui a déjà de bonnes subventions, puis qui, par exemple, dit « Moi, je fais un service de livraison pour les communautés éloignées. » Ça pourrait se faire. Je vous le présente parce que ça existe, parce que c'est quelque chose vers lequel vous pouvez vous diriger, mais ce n'est pas quelque chose que je vous conseille de faire en phase 1. Voici donc les 3 modèles de drones que je vais généralement vendre à mes clients qui vont se lancer en affaires. Celui que vous voyez actuellement, c'est le Matrice 4E. C'est le cheval de bataille de DJI. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Mais est-ce qu'il est excellent? Absolument. Combien il coûte par rapport au meilleur? 4 fois moins cher. 4 fois moins cher pour faire 80% des mêmes livrables. Vous comprendrez qu'une personne qui me dit « Moi, je veux me faire une entreprise de drone, je veux faire de l'imagerie aérienne », c'est celui-là que je recommande. On peut faire presque 80% des livrables, donc 2D, 3D, carto, topographie, nuage de points pour la volumétrie, avec un petit drone qui se transporte dans une petite valise. Les moins bons côtés, c'est qu'on ne peut pas changer la caméra dessus. Donc, ça va toujours être ça, les livrables que ce drone-là peut faire.
Bon côté, par contre, précision centimétrique à cause du système RTK, qui est très, très, très précis. Et le coût est vraiment très avantageux, je vous le dis, 4-5 fois moins cher que le drone le plus performant de DJI. Le prochain, Matrice 4 Thermal version dock. Regardez comment il est différent. On va regarder encore le Matrice 4E, Matrice 4 TD. Vous voyez que les bras sont vers le haut, ils sont fixes. C'est normal. Ce drone-là, à l'origine, a été conçu pour le dock, ce qui est la station autonome de surveillance dont je vous avais parlé plus tôt. Mais DJI et le marché se sont rendus compte qu'il était tellement performant pour son prix qu'il est en train de supplanter le Matrice 30 Thermal que vous avez pu voir plus tôt quand je vous parlais de mon client de Montréal qui fait de l'inventaire phonique. Ce drone-là, qui est moins cher que Matrice 30 Thermal, est au moins aussi performant, sinon plus. Il vient avec un capteur thermal dans les standards de l'industrie, des lentilles de téléphoto qui va aller jusqu'à 112x, c'est dément. Un télémètre laser qu'on retrouve également sur le Matrice 4E, qui permet d'avoir une précision de mesure de distance de 2 cm, plus ou moins 0,2 cm par 100 mètres. Fait que c'est vraiment très précis. Vous pouvez littéralement tracer des quadrilatères virtuels à partir des airs. Extrêmement fort. Et c'est un drone qui est waterproof. Donc, pour le Search and Rescue, c'est un drone qui travaille sous la pluie, sous la neige, jusqu'à moins 20 degrés, probablement plus, mais sa certification, c'est moins 20, qui résiste extrêmement bien au vent. Bref, on a remplacé le Matrice 30 par le Matrice 4 TD. C'est juste un meilleur choix pour moins cher. Le dernier, c'est le haut de gamme de DJI, le Matrice 400, qui est également généralement visé dans notre showroom. Celui que vous voyez actuellement est équipé de la caméra LiDAR Zenmuse L3, dont je vous ai parlé plus tôt. C'est le plus coûteux. C'est un ensemble qui peut coûter très facilement 40 à 50 000 $. J'aime mieux pas vous faire croire. C'est une machine qui n'est pas donnée du tout. Mais avec cet équipement-là, vous êtes en mesure de remplir 100% des contrats. Pourquoi? Parce que le drone, vous pouvez interchanger le payload. Fait que si vous commencez avec la caméra L3, vous pouvez faire tous les livrables que j'ai mentionnés, sauf le multispectral et le thermal. Mais le drone vous permet d'installer une caméra thermale multispectrale. Donc, en termes de performance et de polyvalence, c'est définitivement le meilleur choix. Par contre, c'est généralement pas celui qu'on va prendre en première phase parce que ça prend beaucoup de liquidité. Moi, si je vous conseille dans votre entreprise, je vais tout faire pour vous éviter d'avoir à passer vos liquidités au début pour que vous puissiez en garder le plus possible pour votre fonds de roulement puis pour les projets futurs. Donc, on réfléchit à ces drones-là. C'est important de savoir qu'ils existent, mais ce n'est pas vers ça que je vais vous amener. Des mauvaises idées, il y en a beaucoup. Je vous rassure, j'achève, les questions s'en viennent dans pas long en passant. Pensez qu'un drone suffit. Vous achetez un drone, moi je suis prêt à travailler. Non, ça prend une certification, ça prend une connaissance du marché, ça prend des logiciels de traitement, ça prend du positionnement. Vous ne pouvez pas juste venir chez Drone Expert, acheter une machine, sortir puis être un expert dans le monde du drone. Ça prend un petit peu plus que ça. Vouloir tout offrir à tout le monde. C'est sûr et certain que vous pouvez être généraliste. Il y a de la place pour les généralistes, mais vous devez quand même vous certifier, vous spécialiser un peu plus dans certains types de livrables. Ça n'a pas besoin d'être dans une industrie, mais si par exemple vous dites, moi je suis un spécialiste de la volumétrie, bien c'est peut-être pas nécessairement vous que j'engagerais pour faire du multispectral, vous comprenez? Choisissez une niche qui vous semble payante, dans laquelle vous avez des contacts par exemple ou des forces. Concentrez-vous là-dessus, puis faites après ça du travail général aussi pour arrondir les fins de mois. Trop investir, je viens de vous le dire, c'est la dernière chose que je veux que vous fassiez. On n'investit pas le maximum tout de suite, on garde le plus d'argent de côté, on commence plus petit. Mais l'inverse est aussi vrai. Trop peu investir. Pensez que vous allez pouvoir vous faire une entreprise avec un drone consommateur à 900$, c'est complètement irréaliste. Parce que si c'était facile comme ça, tout le monde le ferait, puis si tout le monde le faisait, ben, il n'y aurait pas d'argent à faire. Il y a des barrières à l'entrée, le prix est une barrière à l'entrée, vous devez être prêt à investir dans les 5 chiffres. C'est dans les 5 chiffres. C'est pas en bas des 5 chiffres. Si vous n'êtes pas prêt à investir dans les 5 chiffres, c'est correct. Allez chercher plus d'argent, puis revenez. Mais vous ne pouvez pas penser lancer une entreprise viable et fiable avec un investissement de 1000$. C'est impossible. Mal cibler son marché, si vous visez tout le monde, vous ne rejoignez personne. Donc, vous pouvez y aller en phase, vous pouvez y aller par saisonnalité, mais vous devez le moins possible vous disperser. Notamment pour le concept de régionalité. Si vous habitez sur la Côte-Nord, vous n'allez pas cibler le même marché que vous habitez à Montérégie. Ça va de soi.
Donc, ciblez bien les personnes à qui vous voulez vendre vos services. Choisissez une industrie que vous connaissez autant que possible ou que vous êtes en mesure d'apprendre très rapidement. Puis commencez par ça. Être généraliste, Jack of all trades, ça peut être payant, mais ce n'est pas la façon de se faire une place dans le marché le plus rapidement possible. Finalement, acheter le mauvais drone. Je vous en ai parlé un peu dans le trop peu investir, mais pensez pas que vous allez pouvoir faire tous les livrables avec un seul drone tout de suite, à moins que vous ayez vraiment beaucoup d'argent à investir pour un Matrice 400. Ciblez le bon produit que vous voulez livrer, ciblez l'appareil qui vous permet de le faire, obtenez les formations qui vous permettent de faire ce livrable-là, puis contentez-vous de tout ça pour commencer en phase 1. Allez pas tout de suite vers ce qui vous semble une solution beau, bon, pas cher. Si ça a l'air trop beau, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Fiez-vous pas trop au marketing. Lésinez sur la formation. Vous avez besoin d'une formation. Vous devez être un pilote certifié. C'est obligatoire. La formation professionnelle, c'est aussi ce qui vous distingue. On ne parle pas juste de la formation de pilote, on parle de la formation sur comment produire les livrables, l'acquisition de données, la mobilisation de terrain, traitement de la donnée livrable. Ce sont des choses que vous devez apprendre à faire. Espérez devenir riche rapidement. Vous les voyez, les chiffres, 40-80 000. Il y a une belle compagnie sur Facebook qui dit que vous allez gagner 120 000 dans la première année. Croyez pas ça. Vous ne serez pas riche la première année, puis probablement pas la deuxième non plus. Vous allez travailler fort, vous allez faire beaucoup d'heures durant les 7 mêmes mois de l'année, puis le reste de l'année, vous allez travailler moins. C'est normal, c'est une job saisonnière, les drones, pour la plupart des gens. Mais est-ce qu'il y a moyen de gagner sa vie comme il faut dans un délai raisonnable? Absolument. Nommez-moi une seule entreprise qui est capable de rapporter 80 000 $ par année après 2 ou 3 ans de service à un exploitant. Je vais vous dire que c'est un bon guess, parce que la vaste majorité des entreprises, dans les premières années, le propriétaire ne dégage pas ou peu de revenus. Dans le drone, vous vous auto-exploitez puis vous avez beaucoup moins de dépenses. Une personne qui a déjà une voiture, un permis de conduire, elle a très peu de dépenses parce qu'elle n'a pas de logement à payer, pas de loyer commercial, elle n'a pas d'employé à payer. C'est beaucoup plus facile de rentabiliser. C'est un beau moment pour investir dans le drone, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain puis vous ne serez pas millionnaire dans 2 ans. C'est sûr que non. Vous lancez sans réseau ni plan. Vous pourriez vous lancer sans réseau. Ça serait plus dur. Mais vous lancer sans plan, c'est comme sauter dans le vide, pas de parachute. Ça vous prend quelque chose. Ça vous prend une ligne directrice, ça vous prend quelque chose à présenter aux banques, aux investisseurs, aux clients, à votre compagnie de marketing. Si vous engagez une compagnie pour faire votre marketing, ça vous prend un plan d'affaires pour lui montrer. Lésinez pas là-dessus, mettez les 30-40 heures que ça prend pour en faire un, c'est pas grave, ça vaut la peine. Puis sous-évaluez vos services, laissez pas le monde négocier vos prix. S'ils ne sont pas prêts à payer votre salaire, ils engageront quelqu'un d'autre qui fera de moins bonne job. Vaut mieux travailler moins, mais gagner plus de l'heure que travailler 80 heures semaine puis gagner 25 $ de l'heure. C'est une règle universelle en entrepreneuriat. Perspective d'avenir, donc je vous en ai parlé, 40 à 80 000 $ après 2 ans selon la niche et les livrables que vous livrez. 3 grands types de parcours dans le monde du drone. Les salariés, ce n'est pas des gens à qui on parle aujourd'hui. Puis, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à obtenir. Souvent, les pilotes salariés étaient déjà à l'emploi d'une entreprise avant de devenir pilote. Travail autonome, c'est ce qu'on voit le plus. Ça va être la plus grande partie d'entre vous. C'est un travail qui est très satisfaisant. Vous ne serez pas tout le temps dehors. Vous allez avoir beaucoup de suivi, d'administration, d'appels à faire, de traitement de données. Vous allez passer à peu près la moitié de votre temps dehors. Mais vous allez avoir une maudite belle job à plein de belles places au Québec, avec un peu plus de risques que si vous étiez salarié, mais vous êtes votre propre patron. Finalement, consultant, ça va venir. Plusieurs d'entre vous, si vous persévérez dans le domaine du drone, après 2, 3, 4 ans, vous allez avoir assez d'expérience et de connaissances pour être littéralement engagé par des entreprises qui veulent lancer leur service de drone, qui veulent, par exemple, une carrière sablière encore, c'est vraiment un exemple que j'aime, qui veut s'équiper, qui veut former ses pilotes. Vous allez devenir chargé de projet, vous allez gagner un salaire fixe pour cette entreprise-là, pour l'aider à mettre sur place le programme. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire après quelques années. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un marché qui existe pour vrai. Aussi bien commencer à vous orienter vers là. Vous voyez les taux de croissance aussi à gauche de l'écran. L'agriculture, c'est celui qui est le plus grand. La photo vidéo est très petit. Mais tous les domaines du drone connaissent une croissance annuelle au Canada. On est un petit peu en retard sur le marché. 5 tendances. L'automatisation, l'autonomie. Évidemment, on a tendance à voir le pilote comme quelqu'un qui joue après des joysticks sur une manette. Ce n'est pas toujours vrai. Les drones sont très autonomes aujourd'hui, puis l'intelligence artificielle en apporte encore plus.
La valeur n'est pas dans le service sur le terrain et dans la donnée que vous pouvez produire. Donc, vous devez maîtriser les logiciels, par exemple Pix4D, ArcGIS, DJI Terra. Si vous n'êtes pas capable de faire le traitement de données, vous vous privez d'une source de revenus extrêmement importante qui est directement associée aux livrables que vous allez produire sur le terrain. Spécialisation, certification, les généralistes ont leur place, mais à terme, vous allez toujours gagner plus d'argent si vous occupez une niche. C'est vrai dans tous les domaines de l'industrie. L'intégration sectorielle, choisissez un secteur, puis intégrez-vous dans des processus existants, voire devenez chargé de projet si c'est nécessaire, mais n'hésitez pas à approcher les entreprises et de collaborer avec eux sur le terrain pour que vous puissiez vous intégrer facilement dans leurs opérations au quotidien. La réglementation plus stricte, je ne sais pas si on peut dire plus stricte, mais définitivement c'est strict. Vous avez besoin de votre permis avancé. Vous êtes en mesure, avec ce permis-là, d'aller chercher un certificat d'opération aérienne spécialisé. Mais le plus important là-dedans, ce n'est pas juste la certification, c'est la planification de mission. C'est pour ça que je vous invite à faire affaire à Drone Expert pour la formation. On est les meilleurs là-dedans. Difficulté dans le marché, se mettre en marché, je vous l'ai dit tantôt, faire la prospection, appeler des gens, c'est difficile. Moi, je déteste ça. Il y a d'autres façons de faire du marketing. C'est pour ça que je suis sur TikTok en ce moment. Il y a d'autres façons de faire de la prise en contact, mais il ne faut pas lésiner sur la mise en marché. Dès le moment où vous rencontrez un client, mais non, même pas. Dès le moment où un client entend parler de vous, au moment où vous livrez le produit, c'est 100% du marketing. Bien établir les tarifs, j'en ai parlé encore une fois, je vais pouvoir vous aider là-dedans. Ne faites pas une grille tarifaire sans vous baser sur la réalité. Appelez-moi, on va en jaser. Connaître vos limites. Vous ne voulez pas faire un job puis mal la livrer. Faites jamais ça. Si vous ne vous sentez pas capable, dites non. Puis la meilleure façon de dire non, c'est de dire non, mais je connais quelqu'un. Puis vous grattez le dos de cette personne-là, puis la prochaine fois qu'elle a de quoi qu'elle ne peut pas faire, elle va vous gratter le dos aussi. Travailler dans le monde du drone, c'est de la collaboration, c'est des contacts. Ayez pas peur de vous mettre du bord du monde. Mon petit TikTok me demande de faire une vérification. Voilà. L'incubateur Drone Expert. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais là? Mentorat individualisé. Moi, dès le moment où vous achetez votre formation avancée ou un drone d'entreprise, vous pouvez embarquer dans mon incubateur. Vous m'appelez, vous m'envoyez un courriel, vous me posez des questions, vous me demandez de la guidance, vous me demandez de faire la relecture de vos documents, vous me demandez de mettre des chiffres dans vos tableaux. Je le fais. C'est gratis. Un plan d'affaires réaliste, c'est quelque chose que je vais vous permettre de faire. C'est quelque chose que j'ai fait 3 fois dans ma vie. C'est assez difficile à faire. C'est pas que c'est difficile, c'est que ça prend un plan pour faire le plan. Puis il faut le faire dans un certain modèle, puis il ne faut pas se perdre en chemin non plus. Pensez en phase. Je vais être là pour vous ramener sur terre aussi, pour vous dire ça n'a pas de bon sens, on ne met pas ça dans le plan, ou tu as oublié telle affaire. Réseau et partenaires, ce n'est pas un engagement de Drone Expert, mais on a constaté que dans les dernières années, il y a plusieurs de nos clients qui se sont associés à d'autres de nos clients pour faire des partenariats. Donc, je parlais tout à l'heure de mon client qui fait du nettoyage de structures d'acier. Turns out que le client d'un de mes collègues est en train de développer son payload pour le nettoyage à pression. Pourquoi? Parce qu'ils se sont connus au travers de Drone Expert. Fait que ça ne coûte absolument rien de commencer à jaser avec le monde, mais nous, on en connaît du monde. On a un catalogue de plus que 9000 clients. C'est sûr et certain que si vous venez à nos événements, si vous venez nous rendre visite une fois de temps en temps, vous participez au groupe Facebook de drone, jasez avec moi, vous allez connaître du monde. Puis dans le monde du drone, on collabore plus que d'autres choses. Clarifier, structurer votre projet, on va travailler là-dessus. Je pense que j'ai déjà bien couvert le sujet. L'accès à nos formateurs, c'est sûr que ce n'est pas inclus dans l'incubateur, mais si vous avez besoin de formations sérieuses sur les logiciels notamment, mais aussi des formations sur la mobilisation de terrain puis l'acquisition de données, on a un des meilleurs pilotes du Québec qui s'appelle Olivier. On a un ingénieur, on a des techniciens qui connaissent bien le terrain, qui peuvent vous former dans la région de Québec, dans la région de Montréal, même ailleurs au Québec au besoin. On l'offre. C'est quelque chose qu'on est capable de faire, c'est de la prise en main professionnelle. Puis comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est gratuit pour nos clients entreprises. Fait que l'incubateur Drone Expert, ce n'est pas quelque chose que j'essaie de vous vendre, je vous l'offre. Si vous devenez client Drone Expert entreprise, si vous achetez une formation avancée ou un drone entreprise, je vous mets dans mon roster. Vous avez juste besoin de me dire, Max, je veux ton mentorat, je veux rentrer dans l'incubateur. S'il vous plaît, dites-moi-le, je vais vous mettre tout de suite dans ma liste. Je commence à manquer de batterie. Si quelqu'un peut m'amener un fil USB-C, ça serait très gentil. On continue. C'est pour qui l'incubateur? C'est si vous avez un projet de drone. Si vous avez une idée, mais vous n'avez pas encore de structure. Si vous pensez acheter un drone, une formation chez Drone Expert, l'incubateur, c'est pour vous. Si vous voulez éviter des erreurs coûteuses aussi, profitez de mes erreurs ou des erreurs de tous mes clients avant, c'est intéressant. Par contre, si vous cherchez une garantie de succès, oubliez ça. Il n'y a aucune entreprise qui a une garantie de succès, puis quelqu'un qui vous a fait croire que vous avez une garantie de succès un jour, c'est un menteur. Ça n'existe pas
une garantie de succès dans rien pantoute. Si vous voulez que je fasse le projet à votre place, ça ne se fera pas non plus. J'ai juste 40 heures dans une semaine, j'ai pas mal de monde dans mon Rolodex, il faut que je parle à tout le monde. Moi, je vous accompagne, je vous dis comment faire les choses, je vous donne des directions, je donne des conseils, on peut brainstormer ensemble, mais ce n'est pas moi qui va faire votre plan d'affaires. C'est votre bébé, votre entreprise. Vous n'êtes pas prêt à investir non plus financièrement dans le projet, vous n'êtes pas encore prêt. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon candidat, c'est juste que ça prend un petit peu d'argent pour lancer une entreprise. Moi, je ne vous apprends rien, là. Fait que, si vous êtes quelqu'un qui est capable de mettre quelques milliers de dollars la première année, on jase. Sinon, prenez votre temps. Vaut mieux se lancer quand on est vraiment prêt plutôt que se garrocher à la première seconde que ça nous passe par la tête, mais se planter parce qu'on n'avait pas les moyens de réussir. Prenez le temps, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas ouvert à apprendre aussi, là, je vous annonce une mauvaise nouvelle, mais vous êtes pas, c'est pas votre place, l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend 24/7. Puis dans le monde des drones, c'est particulièrement vrai parce que c'est un domaine qui est très, très technique. Donc, vous devez être coachable. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre, changez de domaine. Mais si vous êtes quelqu'un de curieux, de motivé, qui a une facilité à apprendre, puis qui aime se faire dire des nouvelles informations, les drones, c'est probablement une bonne place pour vous. Je m'excuse, la caméra... c'est correct. Good. On va commencer la période de questions. Je vais aller les chercher dans le Teams. Donc, donnez-moi juste une petite seconde pour aller ouvrir ma fenêtre de Teams. Damn, il y a du monde. Compadres. Pas mal de choses dans le clavardage. N'oubliez pas, les gens sur TikTok, vous m'envoyez un message privé, je vous réponds durant l'après-midi. OK, parfait. Quid de la niche d'interception? Les drones sont un vrai fléau pour les prisons. Hey, c'est tellement vrai. Les drones, en ce moment, c'est un fléau parce que les personnes mal intentionnées peuvent passer. Donnez-moi une petite seconde, je vais prendre une gorgée. Peuvent passer des produits comme des drogues et des armes à l'intérieur des pénitenciers, ce qui est extrêmement dangereux pour les autres détenus et pour les gardiens. Les drones en soi, c'est l'outil utilisé. Les drones peuvent aussi servir à l'interception. Il faut que vous sachiez que, selon le Code criminel du Canada, c'est interdit d'abattre un aéronef, c'est interdit de forcer un aéronef à atterrir. Donc, il faut que vous soyez conscient que le drone n'est pas la seule solution. Mais il existe des modèles de drones, par exemple, qui font de la triangulation de radiocommandes et d'appareils qui vont permettre de trouver les pilotes. Donc, les drones font partie du problème, mais font aussi partie de la solution. Mais il va falloir définitivement que le domaine carcéral s'équipe mieux contre ça, ce qui est vraiment un fléau. Le Québec est-il en avance sur le marché du drone par rapport aux provinces voisines? Est-ce que tous vos bons conseils sont valables dans le Canada en général? Si on est en avance, non. En fait, on est un petit peu en retard sur le reste de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas un retard qui est irrattrapable, au contraire. Sinon, ça ne ferait pas 13 ans de Drone Expert existe. Mais il y a effectivement une petite réticence au changement qu'on trouve dans certaines industries au Québec. Si mes conseils sont valables dans le Canada en général, ben, ça va être à vous de me le dire. Je pense que oui. Je pense qu'une grande partie des conseils que je vous ai donnés, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans tout l'environnement réglementaire du Canada. Je ne dirais pas que c'est vrai pour l'Afrique, par contre. Je ne dirais pas que c'est vrai pour l'Europe. Mais au Canada, je pense que oui. Mais envoyez-moi un courriel, puis on va voir si mon conseil est bon dans une autre province. Il faut juste que je connaisse la réalité de l'autre province, mais je pense que oui. Multispectral, très utile pour la production de basilic pour anticiper le mildiou. Ben oui, oui, absolument. Un autre exemple aussi, j'ai des producteurs de grandes cultures, du maïs notamment, passent chez multispectral dans leur champ puis commencent à détecter les carences en magnésium bien avant que la feuille devienne mauve, une semaine avant. Donc, ils sont en mesure de rescaper leur champ puis d'avoir un meilleur rendement avant que leurs yeux soient capables de leur dire qu'il y a une carence sur le terrain. Donc, multispectral, c'est vraiment un bijou pour les agriculteurs. Info, tarifs, certification avancée. Envoyez-moi un message. Ça dépend où est-ce que vous êtes dans votre processus de formation actuelle, si vous avez déjà l'examen théorique ou pas. Fait que c'est difficile de répondre à cette question-là. Mais c'est une formation qui va prendre environ 40 heures magistrales, plus un certain nombre de semaines de préparation, qui est entièrement accompagnée par notre pilote et évaluateur Olivier. Donc, je vous ai dit qu'il est un des meilleurs au Québec, sinon le meilleur. C'est une formation qui est aussi très clé en main. Tout est inclus. La seule chose qui n'est pas incluse, c'est l'obtention d'un drone
en bon état de fonctionnement le jour de l'évaluation pratique sur le terrain. Pourquoi? Parce que éthiquement parlant, on ne peut pas vous mettre ça dans les mains parce que c'est un critère d'évaluation. Vous devez être en mesure de produire ce drone-là, de l'amener. On peut-tu vous le louer? Oui, mais il faut que vous fassiez les démarches pour. Nous, on ne peut pas le mettre dans vos mains et dire voilà, voici votre équipement. Fait que tout est inclus. C'est une formation qui est très, très axée sur les normes de l'industrie. En fait, on les dépasse beaucoup. L'objectif, c'est de former les prochains professionnels. Fait que c'est pas 3 PDF puis une petite conférence sur Internet. Puis après ça, ben, tu tapes sur le dos puis il va t'arranger avec ça. Non, c'est vraiment une vraie formation magistrale avec des semaines d'accompagnement au besoin. C'est pas mal dans le mieux de ce qui se fait. Rediffusion, c'est correct, c'est pas pour moi. Combien de temps prend la formation avancée? Bon, je viens de répondre. 40 heures magistrales plus des semaines de préparation. Puis quand je dis des semaines, ça dépend de vous, en fait. Est-ce que vous avez du temps à mettre là-dedans ou vous faites ça 2 heures le samedi seulement? Mais une personne motivée qui a un petit peu de temps, dès le moment où elle commence la première journée des 4 journées de formation théorique en présentiel ou à distance, pourrait régler le tout en dedans d'un mois. Puis quand je dis en dedans d'un mois, c'est qu'il faut que ça inclue aussi un rendez-vous pour la journée de formation pratique, puis un rendez-vous pour la journée d'évaluation en vol. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. On dépend souvent de la météo, on peut dépendre de d'autres critères aussi. Mais en général, en dedans d'un mois, quelqu'un de motivé puis d'assez affaires capable d'y arriver. Mais formellement, c'est 40 heures de formation. Est-ce que les formations peuvent être prêtes à distance? Oui, mais toute la partie théorique peut être faite à distance. Par contre, la partie pratique doit forcément être faite sur le terrain. La journée de formation pratique et l'évaluation en vol. Il n'y a aucun pilote certifié avancé au Canada qui a été certifié à distance. Ça n'existe pas. Donc, vous devez être conscient que ça va vous prendre un évaluateur en vol. Nous, la révision en vol est incluse dans le prix de la formation. Le multispectral peut faire de la télédétection pour les entreprises minières. Je ne crois pas que ce soit ce type de multispectral-là. On a des pilotes chez DroneXpert qui sont dans le domaine du magnétomètre et ça pourrait plus servir pour la prospection ou la télédétection minière. On a aussi des détecteurs de gaz, notamment méthane, mais je ne pense pas que ce soit le même type de multispectral. Pour la formation pratique, on doit venir au Québec où il y a moyen de se faire à Montréal. Ben, la partie théorique se fait à distance, mais généralement, on s'attend à ce que la personne se déplace à Québec parce que sinon, il faut qu'on charge des frais supplémentaires pour le déplacement à Montréal. Ce n'est pas quelque chose qui est fun à payer. Tant qu'à ça, payez-vous une fin de semaine à Québec, arrivez le vendredi, puis venez visiter. On a juste un centre à Québec, sur l'avenue Branly, entre les deux centres-villes, mais on sert tout le Canada. Tout le Canada. On a des clients dans toutes les provinces, dans les territoires aussi. On a certains clients aux États-Unis, en Europe, en Afrique, mais on est principalement axé sur le marché canadien. Est-ce que c'est utile d'aller chercher opération complexe niveau 1 si on veut commencer en BVLOS? Oui, mais non. Ultimement, si vous voulez faire du BVLOS, ça vous le prend à l'Océan 1. Mais actuellement, il n'y a pas vraiment encore de drones qui sont certifiés pour. Fait que on est comme dans une zone grise. Mais j'aurais tendance à dire oui. Par exemple, si votre objectif, c'est de faire de la foresterie, de l'environnement, vous avez des grandes superficies à couvrir, ouais, pensez-y, allez chercher votre certification, même si les drones ne sont pas encore autorisés. Au moins, vous allez être prêt quand ça va être le cas. Puis après ça, ben, je ne suis pas la police. Si vous le faites, ben, je ne viendrai pas vous taper ses doigts. Je suis intéressé par le drone pour la prestation de services agricoles nettoyage, sachant que je viens de commencer à s'intéresser. C'est quoi la procédure? Inscrivez-vous à la formation avancée, ça va absolument vous l'apprendre. Après ça, accompagnement individuel, on va réfléchir à votre plan d'affaires puis à l'argent dont vous avez besoin pour aller de l'avant. C'est un investissement qui est plus important, mais ce n'est pas impossible. Étudiant en environnement passionné, je n'ai pas pour projet de me lancer comme entrepreneur, je voudrais apprendre à piloter après acheter mon premier drone. Quel conseil me donnez-vous et quel budget je peux prévoir? D'aller peut-être vers un drone consommateur, donc prévoyez un budget de 1 000 à 2 000 sauf si vous désirez un drone plus lourd et plus performant. Là, formez-vous comme pilote, opération de base au moins, puis prenez un drone plus lourd. Mais l'utilisation d'un drone en soi, à titre de hobby, n'est pas tellement transposable dans l'industrie. C'est sûr que de savoir déplacer un aéronef de gauche à droite dans le ciel, ça peut avoir l'air difficile, mais en fait, c'est tellement facile que n'importe qui arrive en dedans de 5 minutes. Là. Il n'y a pas vraiment de formation sur comment faire voler un drone. C'est plus sur comment bien planifier sa mission, notamment les missions qui sont automatisées. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire avec un drone consommateur. Prenez-vous un drone en dessous de 250 grammes, amusez-vous un peu, vous voyez ce que vous pouvez faire avec ça, puis le jour où vous serez prêt à aller de l'avant pour peut-être un drone d'entreprise ou une formation avancée, vous me ferez signe, puis on en jasera. De toute façon, il n'y a rien qui vous empêche de m'envoyer un courriel ou de m'appeler en attendant, ça va me faire plaisir de vous parler, même si vous ne prenez pas un drone d'entreprise. Ça va me faire vraiment plaisir.
Des besoins pour la réalisation de bathymétrie par drone. Oui, je vais demander à mon équipe marketing qui va vous envoyer un petit message là-dessus. Il y a de l'information qui vient de sortir sur le sujet. New payload just dropped. Vous dites que vous avez des clients dans toutes les provinces, pas de clients formés, vous avez besoin de sous-traitants pour certaines missions. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas répondre sur la sous-traitance, c'est la direction qui s'en occupe. Je suis vraiment désolé, mais actuellement, je ne suis pas là pour donner l'information sur une période d'embauche, je suis là pour offrir mes services de coach. Donc, si c'est des questions spécifiques à la sous-traitance, envoyez un courriel à info@commercialdronexpert.com, mais c'est vraiment pas dans ma cour. C'est vraiment pas dans ma cour. Je ne suis pas le boss chez Drone Expert. Moi, je suis la première ligne, basically. Lien pour la certification avancée, j'ai déjà le base. Le base n'est pas nécessaire pour avoir la certification avancée. Fait que même si vous ne l'aviez pas, vous pourrez suivre votre certification. Pour le lien, m'envoyer un courriel, appeler à la boutique. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je fonctionne par devis parce que notre modèle de devis contient déjà toutes les informations qu'il faut. Je vous l'envoie par courriel, puis ça vous permet de vous planifier ça, planifier le budget, puis de savoir dans quoi vous embarquez. Formation avancée avec un Mini 4 Pro en dessous de 250 grammes, non. Mais en théorie, il y a moyen de twister un peu la réglementation pour mettre une batterie plus ou un payload dessus, puis qu'il dépasse 250 grammes. Puis là, ça deviendrait théoriquement éligible parce qu'il est reconnu pour les opérations 922, 06, 07, 09. Fait que oui, mais pas juste avec le drone en dessous de 250 grammes. Il faut qu'il pèse au-dessus au moment du vol. Quelle marque 250 grammes DJI? Je ne sais pas pourquoi me pose la question. DJI. Juste DJI. DJI, c'est les meilleurs. OK? DJI. Fine. Par contre, quel modèle? Là, ça dépend. Votre budget, vos besoins. Si vous voulez faire de super bonne photo avec des petits programmes de robotisation du drone Mini 5 Pro, mais c'est le plus cher dans les en dessous de 250 grammes. Si vous voulez quelque chose de beau, bon, pas cher, puis ça ne vous tente pas de trop investir, mais vous voulez quand même faire de la photo qui a de la bonne qualité, ben il y a le Lito qui vient de sortir. Je ne l'ai pas encore reçu, mais il vient juste, là, qui me semble pas pire, qui va être aux alentours de 900 $. Puis si vous êtes vraiment plus dans le low-end, le DJI Mini 4K, qui est une copie du Mini 2, est acceptable. Y a-t-il une équivalence sur reconnaissance de certification de télépilote de drone? Non. Le Canada est pourri pour les reconnaissances internationales, puis on ne fait pas exception pour les pilotes de drone. Il n'y a aucune licence internationale qui est applicable au Canada, donc déjà, pour être pilote au Canada, ça vous prend au moins la résidence permanente. Sinon, vous devez avoir le permis avancé et obtenir un certificat d'opération aérienne spécialisé. C'est vraiment compliqué pour ceux qui ne sont pas RP. Donc, si vous n'avez pas la résidence permanente, attendez de l'avoir avant de lancer votre entreprise. Si vous l'avez, par contre, bien correct. Quels sont les fabricants fiables à date DJI? Les modèles BVLOS chinois non DJI sont-ils fiables? Non. Si ce n'est pas DJI, c'est généralement pas fiable. Quelle voilure? Ben là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Nous, DJI, c'est des voilures rotatives, mais on a par exemple un modèle qui s'appelle le Wingtra Ray, qui est à voilure fixe. C'est un VTOL, donc il décolle à la verticale comme une fusée, puis il se couche rendu à la bonne hauteur. Ça, c'est excellent. Par contre, il n'est pas encore non plus certifié, à ma connaissance, pour le BVLOS. Peut-être qu'il l'a été depuis que j'ai regardé il y a une couple de semaines. Mais aux dernières nouvelles, il ne l'était pas. C'est juste une question de temps avant que les entreprises transmettent leur déclaration de fiabilité. C'est pas que ça ne l'est pas fiable, c'est juste que Transport Canada n'est pas rapide. Fait que mettons que Wingtra a déposé le document le 2 février, ben on va le voir apparaître sur le site du Transport Canada au mois d'août. C'est quasiment tout le temps de même. Le Matrice 400, il n'est même pas encore sur Navdrone, puis ça fait presque un an qu'il est sorti. Fait que, honnêtement, ne stressez-vous pas avec ça. Mais si c'est un modèle chinois et que ce n'est pas DJI, achetez pas ça. Il y a une petite exception à mentionner pour les produits hôtels, mais même si les drones sont bons, leur service après-vente est exécrable. Donc, si vous avez la possibilité de le faire avec DJI, faites-le. C'est pas parce que c'est ça. Je vends aussi du hôtel, je vends aussi du Wingtra, je vends aussi du Aurelia. C'est parce que DJI, c'est les plus fiables, les meilleurs, les moins chers, puis le meilleur service après-vente. Ça me fait chier de le dire, là, parce qu'ils ont presque le monopole, mais c'est le même. C'est ça les cartes qu'on s'est fait donner. Si vous pouvez le faire avec du DJI, faites-le avec du DJI. Sinon, c'est des besoins plus spécifiques. On en jasera sur un case-to-case basis, mais en général, là, 99% des jobs peuvent se faire avec du DJI. La certification du Canada est-elle reconnue en Afrique, notamment au Maroc? Non. Puis au Maroc, les drones sont illégaux. Donc, je vous invite fortement à consulter la réglementation marocaine sur le sujet. Y a-t-il un marché pour le nettoyage de toiture? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a déjà des compagnies qui font du nettoyage de toiture pas par drone? Si la réponse est oui, à ce moment-là, oui, il y en a un. Si la réponse est non, il n'y en a pas.
Après ça, on s'en va dans le oui. Mettons qu'il y a déjà des entreprises qui le font. Combien ils chargent? C'est quoi les limitations techniques? Puis qu'est-ce qui empêcherait que ce soit fait par drone? Puis pourquoi est-ce que le drone apporte un avantage? Répondant à ces questions-là, vous lâchez-moi un coup de fil, puis on réfléchira à ça ensemble. Puis là, on pourra voir s'il y a un marché. A priori, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Moi, je ne le sais pas. Si quelqu'un nettoie déjà des toitures, je n'ai pas de maison. Fait que si ça se trouve, ça n'existe même pas comme service. Mais si ça existe pas par drone, ça se peut très bien que ça se fasse par drone aussi, notamment pour les bâtiments plus hauts. On s'appelle. J'ai été au Congo avec mes drones DJI avec 3 Pro. Malgré les inscriptions, certification de TC, c'est difficile d'avoir les permis. Savez-vous, c'est TC un département international? Non, TC, c'est le Canada. OK? Je ne peux pas répondre sur des questions internationales. C'est bien plate, là, mais moi, je suis au Canada puis je connais la réglementation canadienne. Si vous voulez la réglementation du Congo, du Maroc, du Mali, de l'Inde, il faut consulter l'ambassade ou le site gouvernemental en question. Mais il n'y a aucun permis dans le monde qui est international. Si vous faites votre formation en France, ça ne vaut rien au Canada. Si votre formation au Mexique, elle ne vaut rien à Bamako. Si vous faites votre formation en Inde, elle ne vaut rien en Russie. Okay? C'est toujours les pays qui déterminent comment leur espace aérien est géré et c'est quoi les règles. Ça ne se transpose jamais. Au Canada, on n'est vraiment pas bon, par contre, pour reconnaître les équivalences internationales. C'est très dommage, mais pour cette situation-là, c'est de même partout. Fait qu'il faut vous faire certifier dans le pays où est-ce que vous voulez opérer, vous n'avez pas le choix. Au Canada, il y a juste reconnaissance des produits sur le sprayer. Oui, en effet, Santé Canada a émis un communiqué il y a plusieurs années sur l'homologation des produits par vaporisation pour les drones agricoles. Cela étant dit, il y a quelques semaines, ils ont ouvert une enquête et ils demandent aux parties prenantes de l'industrie de participer parce qu'ils chercheraient, a priori, à permettre à tous les produits qui sont homologués pour l'application aérienne par avion d'être appliqués par drone. Ce n'est pas pour 2026. OK? Ça ne se fera pas en criant lapin, en claquant des doigts. Ça va prendre un certain temps. C'est gouvernemental. Ce n'est pas la plus grande efficacité du monde, les gouvernements. Mais ils ont quand même compris le besoin du marché, puis ils ont commencé une procédure pour régulariser le tout. Il y a déjà du monde qui vaporise. Ils ont-ils le droit? Non. Est-ce qu'il y a des conséquences sérieuses? Non. Je ne mentirai pas. Il y a juste des petits tapes ses doigts à date. Puis les drones sont beaucoup plus précis que les avions pour la vaporisation. À cause de ça, Santé Canada s'enligne vers une homologation complète des produits applicables par avion pour les drones. Parfait. Les plateformes pour trouver des contrats en drone, il y en existe. Elles ne sont pas bonnes. Okay? Déjà au Québec, étant donné qu'on est francophone, la plupart des plateformes sont nord-américaines et beaucoup en anglais. Il y a la barrière linguistique, mais il ne faut pas négliger non plus aussi le fait que beaucoup des contracteurs, des personnes qui vont offrir les contrats, c'est des personnes d'un certain âge qui ne sont pas trop à l'aise avec la technologie. Donc, le meilleur, ça reste encore le catalogue des clients, le bouche à oreille, le marketing, l'appel, puis d'aller serrer la main de quelqu'un puis de proposer de faire une job à moitié prix pour faire vos preuves. C'est plate, là, mais les plateformes de pigisme, c'est rarement bon. Puis en ce moment, dans le monde du drone, c'est pas bon. Dans quelques années, par contre, je vous prédis, il va y en avoir au moins une ou deux de très, très bonnes, genre Indeed. Mais pour l'instant, là, non. Il ne faut pas se fier là-dessus. Est-ce qu'un pilote d'une autre nationalité est autorisé à voler au Canada? S'il y a la résidence permanente, oui. Sinon, ça prend un COAS. Donc, c'est une grosse barrière. Je vous recommanderais de vous abstenir à ce moment-là. J'ai maintenant des comptes que ça par rapport. Merci pour tout. Et je vous dirais qu'on a pas mal fini la période de questions, guys. Quel logiciel pour faire trajet B? C'est quoi trajet B? Pour faire les trajets du drone? En tout cas, pour faire la planification de mission, les drones d'entreprise sont déjà programmables. Fait que vous achetez le drone, vous allumez la manette, vous configurez le tout, puis une fois que c'est fait, vous allez littéralement juste dans la radiocommande planifier votre mission comme sur un téléphone. Vous faites play, votre drone décolle, la job se fait. Vous n'avez pas besoin de logiciel pour ça. C'est le traitement de données qui prend des logiciels spécialisés qui peuvent coûter quand même assez cher. Donc, incluez logiciel dans votre frais de démarrage d'entreprise. Manette RC2, non. Les manettes consommateurs ne font pas de planification de mission. Il y a moyen de twister un peu avec des manettes des plus vieux modèles pour ça, mais ça ne fera jamais une bonne job. Faites pas ça. Pas si vous voulez être sérieux dans le domaine. Sur ce, j'ai terminé la rencontre. J'ai envie d'aller dîner. Je suis vraiment content que vous soyez tous venus aujourd'hui, vraiment beaucoup de personnes. Envoyez-moi un courriel, appelez-moi ou peu importe. De toute façon, moi, j'ai vos coordonnées. Je vais au moins vous envoyer un courriel. Je vais peut-être en appeler certains d'entre vous, mais je serais vraiment heureux de communiquer avec vous, de parler de vos projets, de brainstormer ensemble.
Je suis là pour ça, lundi, vendredi de 9h à 17h, c'est les heures d'ouverture de Drone Expert. Vous pouvez m'écrire au info@commercialdroneexpert.com, à maxime.fizette@commercialdroneexpert.com ou carrément sur Facebook, dans les groupes de drones comme DJI Québec, où je suis super actif. Vous n'aurez pas de misère à me trouver. Donc, à tous, un grand merci. Merci du fond du cœur pour mon premier webinaire. Je suis sûr qu'on va en refaire un comme ça. Ça va être un franc succès. À la prochaine. Merci beaucoup.